Très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous sur Africa Radio Beautiful Game spécial Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes le vendredi 5 décembre 2025. On est à quelques semaines du début de la plus belle des compétitions sur le continent africain. Et je ne suis pas tout seul pour commencer et démarrer ce tout nouveau rendez-vous football. Deux personnes sont présentes avec moi pour m'accompagner, Timothée Bessière et Abdoulaye Diallo. Les gars, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Tranquillement, tout va bien. Timothée, comment ça va ? Ça va, ça fait plaisir d'être là, nouveau rendez-vous et ça va bien se passer. On est présent avec vous sur cette tranche midi 30 pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations et de l'actualité du football européen, mais bien entendu avec un prisme centré sur les joueurs du continent africain. On va, avant de commencer sans plus tarder cette émission, on va vous donner un petit peu le sommaire de Beautiful Game pour cette première émission. On va parler d'Iliman Ndiaye. Est-ce que c'est le nouveau leader du Sénégal, des Lions de la Teranga, qui ont été champions d'Afrique en 2021 ? Et l'autre sujet, le sujet de la semaine, on va parler du Maroc. Est-ce que le Maroc est dans l'obligation de remporter la Coupe d'Afrique des Nations ? On rappelle que la CAN se déroulera sur les terres des Lions de l'Atlas du 21 décembre au 18 janvier. On se retrouve juste après. On va commencer sans plus tarder, Abdoulaye, vis-à-vis d'Iliman Ndiaye. Ouais. Il est en sélection nationale depuis 2022. Est-ce que le joueur d'Everton est aujourd'hui un cadre de la sélection ? Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire ça totalement. C'est un des meilleurs joueurs sénégalais en activité. C'est un joueur qui propose des prestations de haut vol en première ligue, notamment du côté d'Everton. On sait que il y a eu un passif en Ligue 1, notamment du côté de l'Olympique de Marseille, qui a peut-être un petit peu écorné sa cote. Mais derrière, il a su rebondir parfaitement en première ligue. Il était aussi en championship avant, du côté de Sunderland. Il a eu le temps de rouler sa bosse. Je pense que l'échec marseillais lui a fait du bien. Parce que du coup, en arrivant en première ligue, il avait des choses à prouver. Et aujourd'hui, il illumine les bords de la Mersey et l'ensemble de la première ligue de son talent. Donc oui, aujourd'hui, c'est un cadre de la sélection grâce à cette expérience-là. Est-ce que c'est un cadre de la sélection pour toi aussi, Timothée ? Ouais, bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, c'est un des joueurs les plus en vue. C'est un des joueurs les plus talentueux aussi de cet effectif sénégalais. En première ligue, il montre de bien belles choses. Comme Abdou en a parlé, il s'est aussi révélé en championship. En 22-23, il a vraiment explosé. Et aujourd'hui, dans un club comme Everton, avec des attentes quand même assez élevées, il arrive à briller. Il est déjà à 4 buts et une passe décisive en 14 matchs de Première Ligue cette saison. Et surtout sur le terrain, c'est lui qui tire l'équipe vers le haut. On en attend pareil avec le Sénégal. Je pense que maintenant, il a 25 ans. C'est aussi la compétition de la confirmation pour lui sur la scène nationale, tout simplement. Mais justement, Timothée, vis-à-vis d'Iliman Ndiaye, est-ce que c'est cette saison particulièrement à Everton qui fait de lui aujourd'hui un cadre de la sélection ? Moi, je pense qu'il y a une vraie montée en puissance, que ce soit au niveau des attentes, aussi au niveau de sa cote de popularité. C'est un joueur qui est de plus en plus regardé, de plus en plus apprécié et qui monte en puissance. On voit qu'il a quand même pris en maturité dans son jeu, qu'il est beaucoup plus à même d'endosser ce rôle de leader aussi, que ce soit avec Everton et avec la sélection, même si pour l'instant en sélection il est pas tout seul. Je pense qu'on y reviendra. Il y a quand même d'autres gros noms à côté pour faire naviguer le tout. Mais en tout cas, oui, maintenant c'est à lui aussi de prendre ses responsabilités avec les Lions de la Teranga. Et c'est ce pourquoi on l'attend à partir du 21 décembre. Abdoulaye, Soupap Thiaw Iliman Ndiaye a été placé sur l'aile, mais face au Soudan en qualification de la Coupe du Monde 2026, il a joué dans l'axe. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit les qualités que propose l'international sénégalais, notamment en Première Ligue, est-ce qu'on peut qualifier Iliman Ndiaye de leader technique chez les Lions de la Teranga ? Ouais, totalement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des meilleurs éléments que possède le Sénégal. Pour moi, c'est l'héritier de Sadio Mané, pas tant dans le profil, mais plus dans l'importance qu'il est amené à prendre. On sait que c'est très compliqué de mettre Sadio Mané sur le banc parce que c'est le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. C'est un joueur qui a tellement apporté, c'est difficile de le mettre sur le banc. Et les perspectives que t'offre Iliman Ndiaye font de lui justement ce cadre technique. Et surtout, tu as parlé de un coup il est dans l'axe, un coup il est sur l'aile. Ça dépend aussi du schéma adopté par Pape Thiaw. En l'occurrence, quand c'est face à un bloc bas, il préfère un 4-2-3-1 et à ce moment-là tu peux voir Iliman Ndiaye plutôt dans l'axe en tant que meneur de jeu et il permet pas trop mal aussi avec Sadio Mané. Quand c'est des équipes un peu plus costauds, type Maroc, Tunisie par exemple, là on verra vraiment le Sénégal évoluer en 4-3-3 je pense, avec Iliman Ndiaye sur le côté, déjà pour faire les efforts défensifs et limiter ceux de Sadio Mané qui sera placé dans l'axe, logiquement. Et pour toute sa qualité de dribble en 1v1, ce qu'il est capable de faire aux latéraux adverses aussi. Je pense sincèrement que c'est peut-être le meilleur joueur sénégalais du moment. Et justement, vis-à-vis de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, est-ce qu'on peut dire que c'est la plaque tournante de Pape Thiaw ?
L'une des plaques tournantes, parce qu'il y a aussi Pape Matar Sarr aussi qui a pris énormément d'épaisseur au sein de cette sélection sénégalaise et qui va être un des autres joueurs à suivre, je pense, de cette compétition. Mais c'est sûr qu'en tout cas, si Iliman Ndiaye arrive en forme à cette CAN-là, le Sénégal aura droit d'avoir de très très grosses ambitions. Cette CAN, elle est pour Iliman Ndiaye. Est-ce que cette Coupe d'Afrique des Nations-là doit être pour lui, Timothée, la CAN de la révélation ou d'une prise de pouvoir? Les deux. J'ai envie de te dire les deux parce que tu arrives dans une nouvelle ère du football sénégalais. Les cadres du succès en 2022 ne sont plus là ou en tout cas n'ont plus le même rôle. On a un Sadio Mané qu'on a replacé, etc. Donc c'est à lui de prendre le pouvoir, mais c'est aussi la CAN de la révélation parce qu'Iliman Ndiaye, en réalité, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas forcément de compétition référence avec le Sénégal. Il a été sélectionné pour la première fois en juin 2022. Et donc, il a joué la Coupe du Monde, il a joué la CAN 2024. Mais tu vois, par exemple, à la dernière CAN, il est titulaire sur aucune des 4 rencontres, malgré un but et une passe décisive. Et à la Coupe du Monde 2022, il s'est contenté de 2 titularisations. Il est titulaire face à l'Angleterre, défaite 3-0 en 8e. Mais il est sorti à la mi-temps. Donc, ça montre que voilà, c'était pas le même profil, c'était pas les mêmes attentes. Aujourd'hui, il a un statut qui est tout autre. Comme l'a très bien dit Abdou, c'est un joueur confirmé. C'est un joueur, pour moi, qui fait partie des joueurs vraiment fiables en Première Ligue. Qualité de finition aussi, c'est très important dans cette équipe du Sénégal, voilà, de prendre le relais, même s'il y a un secteur offensif déjà bien fourni. Mais sa polyvalence fait qu'il peut aussi se distinguer parce que c'est un profil unique, je pense, à l'heure actuelle chez les Lions de la Teranga. Abdoulaye, vis-à-vis d'Iliman Ndiaye, est-ce qu'on ne peut pas y voir un parallèle vis-à-vis de ce qu'avait proposé Ismaël Bennacer lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, où il avait fini jeune joueur de la compétition et meilleur joueur de la compétition, et derrière, ça lui a permis d'avoir cette prise de pouvoir où il s'est beaucoup plus imposé chez les Fennecs? Je suis pas vraiment d'accord avec ce parallèle-là. Je pense qu'il doit écrire sa propre histoire. Et surtout, il a cette expérience d'avoir vécu la Coupe du Monde 2022, mais pas dans la peau d'un titulaire. Il a eu le temps, comme j'ai dit, de rouler sa bosse, d'avoir son échec à l'OM, mais ensuite de revenir en PL, de s'y imposer, d'être l'un des meilleurs dribbleurs du championnat et l'un des joueurs que tu as vraiment envie de regarder jouer en plus. Il donne de bonnes raisons de se brancher sur... Il doit prendre le pouvoir, du coup? Oui, je pense. Et je pense qu'il a déjà commencé à le prendre avec Pape Matar Sarr. Pour moi, ce sont vraiment les 2 visages à venir et même du présent du Sénégal. Mais justement, juste avant de lancer la petite page de publicité, très rapidement, Abdou, est-ce qu'aujourd'hui, on peut ressentir un Sénégal avec et sans Iliman Ndiaye? Oui, totalement. En fait, quand tu perds autant de qualité dans la percussion, dans le dribble, dans le 1v1, et rien que son match au Stade des Martyrs contre la RD Congo, ce qu'il propose aussi... Quelle performance! Tu te rends compte du poids, en fait. Pour moi, ce match, c'est le symbole d'un Iliman Ndiaye qui est déjà installé, qui est patron de l'équipe et qui est peut-être prêt, parce qu'il est dans la force de l'âge, à apporter sa sélection. En quelques mots, Timothée, avant de passer au prochain sujet qui sera sur le Maroc, jusqu'où il peut aller, en quelques mots? Jusqu'où il peut aller, pour moi, il doit aller au sommet, il doit ramener cette CAN au Sénégal, ça doit être le leader dans le jeu et aussi dans le vestiaire, parce que maintenant, il a un statut. Tout simplement, le sky is the limit, comme on dit, tout simplement. Donc, il doit aller aussi haut que peut le porter sa sélection. Jusqu'où peut aller Iliman Ndiaye? C'était notre premier sujet pour Beautiful Game. Le prochain sujet, ce sera juste après cette page de publicité. On a parlé en première instance d'Iliman Ndiaye. Est-ce qu'il était le nouveau patron de la sélection sénégalaise? Et on a donné notre avis par rapport aux joueurs d'Everton. On va maintenant enchaîner sur le sujet de la semaine. Est-ce que le Maroc doit absolument remporter la Coupe d'Afrique des Nations qui, on rappelle, sera sur les terres du Maroc? Est-ce que les hommes de Walid Regragui sont dans l'obligation de soulever le trophée, compétition qu'ils n'ont plus remportée depuis 1976. Je vais commencer avec toi, Abdou, à domicile avec un bel effectif. Est-ce que le Maroc est favori numéro 1 de cette compétition? Ils sont pas favoris, ils sont ultra favoris. Ils sont tellement attendus au tournant. C'est à la fois excitant, je pense, pour les joueurs de Walid Regragui et en même temps tellement de pression parce que tu organises le tournoi. Donc déjà, tu as ce statut-là, tu as ce statut d'être hôte. En plus de ça, tu as eu ce résultat fantastique en Coupe du Monde 2022 qui t'a fait passer tout de suite pour un énorme éventail, ce qui est factuel. Et derrière, il y a aussi beaucoup de choses. Il faut te racheter des dernières CAN, puisque depuis 2004, ton meilleur résultat, c'est un quart de finale. Donc ouais, il y a énormément de pression et cette pression-là, ça dépendra des joueurs, de comment ils vont réussir à dealer avec. Mais de façon globale, c'est soit un enjeu extrêmement excitant, soit ça peut être terrifiant.
Justement, Timothée, est-ce qu'on parle, c'est vraiment les ultra favoris de cette compétition quand on sait qu'il y a des équipes comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire qui est championne en titre. Est-ce qu'on est vraiment sur les ultra favoris? Ultra favoris, c'est peut-être un petit peu fort, mais oui, ils font partie des équipes qu'on va le plus attendre. Abdou l'a rappelé, voilà, il y a cette attente. Depuis 1976, t'as pas pris la CAN alors que t'es quand même considéré, je pense, comme un gros du continent. Et puis surtout, je trouve qu'il y a une bonne dynamique. Voilà, on parle beaucoup de la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 à juste titre, mais quand on regarde, le Maroc, c'est un vrai vivier. Ils ont remporté La Coupe du Monde du vin. la Coupe du Monde du vin déjà et des 3 championnats d'Afrique des Nations. Donc c'est les Coupes d'Afrique des Nations avec seulement les joueurs des championnats locaux en 2018, en 2020 et en 2024. Donc ça montre quand même qu'on travaille bien, qu'il y a aussi une vraie formation marocaine, une vraie manière de faire. L'Académie Mohamed VI. C'est ça. Et ça, il faut qu'on en voit vraiment les fruits à la CAN, à la maison, au Maroc. Voilà, en plus, c'est une CAN qui est attendue. Il y a plein d'équipes, comme tu l'as dit, qui seront des forces vives, des forces en présence, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, même, pourquoi pas, la République démocratique du Congo. Tu as des équipes... La Tunisie aussi, dont on parle peut-être un petit peu moins, mais qui peut aussi figurer parmi voilà, les équipes à suivre. Mais c'est à eux de se distinguer, parce qu'ils sont chez eux, parce que c'est l'équipe qu'on attend le plus. Et au bout d'un moment, peut-être qu'on fera une revue d'effectifs après, mais au vu des joueurs qu'ils ont, ils n'ont pas le droit de se cacher. Tim a parlé de gros d'Afrique pour les aigles, les lions de l'Atlas. Est-ce que c'est vraiment un gros d'Afrique, le Maroc, sur le continent en tout cas? Ça dépend de la définition que tu veux donner de gros. Parce que pour moi, un gros, c'est la caste Égypte, Cameroun, Ghana. Tu vois. Allez, peut-être Côte d'Ivoire aussi, on peut peut-être les mettre dedans, même si ça manque de ce truc-là. Quand on prend le passif du Maroc au XXIe siècle en Coupe d'Afrique des Nations, est-ce qu'on peut les considérer comme des gros? Si on parle que du XXIe siècle, malheureusement, je pense pas, parce qu'il y a cette finale en 2004 contre la Tunisie, et après, il y a plusieurs éditions qui ont été ratées. Il y a eu plusieurs éliminations en phase de poule. Le meilleur résultat, c'est le quart de finale en 2021 lors de l'édition au Cameroun, cette défaite de 1 en prolongation contre l'Égypte. Donc c'est compliqué. C'est pour ça aussi que je dis qu'il y a énormément de pression pour le Maroc, parce qu'il y a eu ce résultat incroyable en Coupe du Monde, mais derrière, tu organises la CAN, donc c'est pas que tu es attendu au tournant, c'est qu'on veut te voir gagner littéralement. Et surtout, ce qui se passe après la Coupe du Monde 2022, tu te fais éliminer en 8e de finale face à l'Afrique du Sud à la CAN 2024. En fait, il y a énormément de choses que le Maroc doit rattraper au niveau continental. Et c'est pour ça que je te dis que la pression qui pèse sur eux, c'est vraiment pas quelque chose qu'on doit sous-estimer. Mais justement, cette pression, elle est positive ou négative pour le Maroc ? Je te dirais qu'elle est quand même positive, parce qu'il y a un élan et tu sens qu'il y a quand même une unité nationale derrière son équipe nationale. Donc pour moi, c'est pas un souci, c'est pas un problème. Je pense que les joueurs marocains auront à cœur de faire le meilleur résultat possible. On peut pas les donner gagnants tout de suite, parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Surtout à la CAN. Et surtout à la CAN. Mais on connaît la règle un peu tacite. Quand t'es favori à la CAN, c'est pas bon. Bah tu la gagnes pas, quoi. Demandez donc au Sénégal, ils vont vous dire. Ouais. Mais justement, Timothée, on a un joueur qui a foulé les pelouses du centre d'entraînement du campus du Paris Saint-Germain, c'est Achraf Hakimi. La perte d'Achraf Hakimi ou le retour d'un Achraf Hakimi amoindri, parce qu'on sait qu'il va tout faire pour être présent le 21 décembre pour la rencontre face aux Comores, est-ce qu'elle est préjudiciable pour le Lion de l'Atlas ? Complètement, parce qu'on parle pas simplement du meilleur joueur marocain en activité, on parle d'un des meilleurs joueurs du monde. Ballon d'or africain il y a quelques semaines. Et surtout, au-delà de ses accomplissements, c'est tout ce qu'il est capable d'apporter, que ce soit au Paris Saint-Germain ou en sélection. Il n'y a qu'à regarder sur ses 3 dernières titularisations avec les Lions de l'Atlas. Il est systématiquement passeur décisif à chaque reprise. Et puis, il a une telle polyvalence, il peut évoluer dans de si nombreux registres que tu peux pas te passer d'un tel joueur. Et le fait qu'il soit amoindri, alors il y a beaucoup de bruit de couloir quant à son vrai retour, comment est-ce que le Paris Saint-Germain et le Maroc travaillent main dans la main pour qu'il ait le meilleur rendement à la CAN, et aussi après, puisque le Paris Saint-Germain pense forcément à la deuxième partie de sa saison. Voilà, on entend un petit peu tout. Il y en a qui disaient qu'il ferait tout pour le titulariser dès le match d'ouverture. Dans d'autres médias, on parle d'une montée en puissance, voilà, où on essaierait de le préserver sur le début de la compétition pour ensuite le titulariser sur les rencontres plus cruciales. Toujours est-il que, a priori, la blessure est quand même grave de ce qu'on a vu face au Bayern. Il y aura forcément des séquelles. Je pense qu'on n'aura pas un Achraf Hakimi à 100% dès le début. Donc oui, ça va être préjudiciable, mais c'est à Walid Regragui aussi, justement, de prendre les rênes
et de s'adapter. Il y a quand même de la qualité à ce poste. T'as un Noussair Mazraoui qui évolue du côté de Manchester United. Omar El Hilali qui joue en Espagne. Exactement, voilà, il y a un secteur défensif quand même assez rodé avec pas mal d'expérience, des Nayef Aguerd, des Adam Massina aussi qui évolue du côté du Torino. Donc il y a de quoi faire pour le tacticien marocain. Mais bien sûr que perdre un joueur comme Hakimi, c'est vraiment lourd de conséquences. Rapidement, avant la prochaine question, Abdou, j'ai envie de continuer avec toi sur le caractère obligatoire. Amoindri ou pas, tu es obligé d'avoir Hakimi dans cette sélection? Oui, tu es obligé de l'avoir parce que c'est plus qu'un excellent joueur, c'est aussi un cadre de la sélection. Donc, c'est-à-dire que c'est un de tes leaders mentaux. C'est un mec qui peut t'apporter une nouvelle énergie positive. Peu importe le type de résultat que tu vas avoir durant ta phase de poule, se dire, il y a un Achraf à côté qui est pas loin de revenir. Tu sais, le boost d'adrénaline que ça peut donner aussi à tes coéquipiers en se disant, ah, bientôt, il y a Achraf, il va pas tarder à remettre les pieds sur la pelouse, etc. Ça fait du bien. Et puis même se dire, derrière, il pousse. Les mecs qui seront titulaires à droite, ils vont se dire, j'ai quand même envie de garder ma place pour une fois, j'ai ce spot-là, c'est une opportunité inouïe et innée. Faut que j'en profite, faut que je me donne à fond. Donc ça ne peut que positif, la présence d'Achraf Hakimi dans le groupe. Timothée Bessière et Abdoulaye Diallo sont toujours avec moi. Vous êtes bien sur Africa Radio. Beautiful Game, votre nouveau rendez-vous football. On va entamer la dernière question. Abdou, pas de CAN depuis 1976 pour le Maroc. Est-ce qu'ils sont dans l'obligation de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations? Et est-ce que tout autre résultat serait un échec pour les hommes de Walid Regragui? Dans l'obligation de la remporter, oui. Tout autre résultat, ça dépend lequel. Si c'est une demi-finale... Si c'est quart de finale. Quart de finale, c'est pas un assez bon résultat pour ce Maroc-là, par rapport aux attentes, par rapport au fait que tu sois à domicile. C'est vraiment le strict minimum. Vraiment, le strict minimum, c'est demi-finale. Si tu as fait demi-finale de Coupe du Monde, on doit se dire, logiquement, ils sont capables de faire au moins demi-finale à la CAN. Et j'irai même plus loin, même si tu t'arrêtes en demi-finale, il faut que derrière, tu arrives à être troisième et à remporter la petite finale. Donc... C'est dur. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une pression qui est énorme sur le Maroc. Ça doit finir assurément dans le top 3. Timothée, une demi-finale minimum pour le Maroc. Est-ce que c'est un échec s'ils sortent dans le dernier carré? Pour moi, tout sera un échec, sauf la victoire finale. Demi-finale, c'est un échec. Demi-finale, c'est un échec. T'es chez toi, t'es une équipe attendue, et attendue à juste titre, en fait, parce que t'as fait tes preuves aussi, notamment lors de la dernière Coupe du Monde et lors d'autres compétitions continentales, comme on l'a évoqué précédemment. T'as un vivier énorme, on va pas citer tous les joueurs, mais il y en a énormément qui évoluent dans de grandes équipes, dans de grands championnats. Au bout d'un moment, tu dois montrer du caractère, tu dois montrer de la personnalité. Alors oui, il y a énormément de pression, mais justement, tu dois te servir aussi de cet élan populaire et de cette ferveur que tu auras pendant les 4 semaines de compétition pour aller toucher les étoiles, tout simplement. Ça fera 50 ans que tu n'auras pas touché la CAN C'est vrai. Quand on commencera l'année prochaine. Donc au bout d'un moment, c'est aussi aux joueurs d'être conscients de la tâche qui leur est incombée et d'être conscients aussi d'à quel point ils peuvent marquer l'histoire non pas seulement du football marocain, mais du football africain et mondial. Donc une finale, c'est un échec. Finale perdue, c'est un échec. Une finale, c'est un échec et surtout, c'est un crève-cœur. Je pense qu'on peut parler de drame à l'échelle du football marocain. Oui. Parce que c'est une compétition où je trouve il y a énormément d'attentes parce que la dernière CAN était aussi très réussie de ce point de vue-là. Donc non, Maroc, victoire finale ou échec. Ça sera le dernier mot de la première de Beautiful Game spéciale Coupe d'Afrique des Nations sur Africa Radio. Un grand merci de nous avoir écoutés. On se retrouve vendredi prochain. Abdoulaye, Timothée, merci de m'avoir accompagné pour cette première émission. On se retrouve vendredi prochain avec Saïd El Abadi, journaliste à Canal+, auteur du livre L'Histoire du football africain, qui parlera avec nous encore une fois et toujours de la Coupe d'Afrique des Nations. On sera présent avec vous pour couvrir cette compétition. Un grand merci de nous avoir écoutés et d'ici là, à la semaine prochaine.